un livre sur Michael Jackson intitulé « Michael Jackson n'a jamais existé ». C'est bizarre ce titre. On va savoir dans quelques instants pourquoi elle a décidé d'appeler ce livre comme ça. Et je vous demande d'accueillir, bien sûr, Amélie Dalmazo. Je suis obligé de porter mon petit siège. Amélie Dalmazo, alors, bon, j'ai mes petites fiches évidemment. Hein. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, sémiologue des médias, essayiste et productrice de télévision. Vous n'aviez pas assez de travail, les studios dissidents donc. Vous êtes notamment la directrice artistique du COP Meeting, donc ça mérite des applaudissements. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. En mars 2010, vous avez publié un essai intitulé « Michael Jackson n'a jamais existé » aux éditions Jacob Duvernay, dans lequel vous traitez notamment du charisme et de la fascination qu'exerçait Michael Jackson sur son public ou sur le public en général. Alors pour commencer, Amélie Dalmazo, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça veut dire ce titre-là ? Michael Jackson n'a jamais existé. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent on me la pose, donc ça tombe bien. En fait, l'idée, c'est évidemment pas à prendre au premier degré. Hein. Il s'agit tout simplement de dire que Michael Jackson, finalement, c'est un personnage avant d'être un être réel. Un personnage que nous ont livré les médias, que nous avons écrit tous ensemble à travers le fantasme et la rumeur. On pourrait dire que le Michael Jackson qui dormait soi-disant dans un caisson à oxygène, le Michael Jackson qui soi-disant était un pédophile, eh bien ce Michael Jackson-là n'est qu'une construction, c'est un personnage, c'est évidemment un mythe, et en ce sens, il n'est donc pas l'homme réel. Voilà ce que j'ai voulu dire, on va dire de manière très simple, avec ce titre. Voilà. On a parfois l'impression que quand vous dites Michael Jackson n'a jamais existé, on parle d'un personnage, presque comme au théâtre, hein, où un comédien peut-être qui va se façonner un personnage théâtral. Mais qui a créé ce personnage alors ? Alors effectivement, moi, mon étude, c'est une étude du personnage. Ça, c'est très important de le dire, puisque justement, je ne parle pas de l'homme réel. Qui a créé ce personnage ? Eh bien, c'est nous tous. Et j'aurais d'ailleurs pu appeler mon livre Michael Jackson, c'est nous. Parce que c'est une légende, c'est un récit, c'est un mythe. Donc, à la fois, Michael Jackson a construit son récit, ce récit, à travers ses clips, à travers sa communication, mais aussi les médias, puisque vous le savez, hein, les médias ont beaucoup parlé de Michael Jackson, ils ont beaucoup raconté d'inepties, hein, on le sait. Et puis les publics aussi, moi, vous, les internautes, tout le monde s'est approprié Michael Jackson, tout le monde a récupéré cette image et finalement on a fait sa propre histoire, à alimenter le phénomène, le personnage avec ses propres fantasmes, voilà, ses propres projections. Mais donc si je comprends bien, chaque fan, chaque personnalité, chaque média, par son prisme personnel, a créé ce personnage de Michael Jackson. Exactement, on peut même dire d'ailleurs qu'il y a peut-être autant de Michael Jackson qu'il n'y a de gens qui aiment ou qui écoutent Michael Jackson. Et effectivement, on est bien ici dans un phénomène collectif. Faut vraiment voir ça comme ça, puisqu'à un moment donné, on n'arrive plus à faire la part des choses entre le réel, le fantasme et l'imaginaire. Alors, bon, cette limite, en tout cas, cette frontière entre réel, imaginaire, etc., est-ce qu'il y a une partie de cette réalité, de ce personnage qui vient de Michael Jackson lui-même ? Oui, alors tout à fait. Hein. Michael Jackson, c'était quelqu'un qui était certes un grand génie de la musique et de la danse, mais c'était aussi un très bon communicant, quelqu'un qui avait une très grande sensibilité vis-à-vis de l'image. Donc, effectivement, dans ses clips, il a par exemple, il a mis en scène, si vous voulez, son charisme. Hein. Il s'est montré tel un surhomme. Il était quand même capable de remonter le temps, de redonner la vie, par exemple, dans Earth Song, quand il ressuscite les éléphants. Il est capable de rendre la vie à des défunts. Donc, il a quand même des qualités complètement extraordinaires. C'est aussi, bien sûr, un homme polymorphe, hein, qui était capable de se transformer sans cesse. À la fois à travers les personnages qu'il incarnait, mais aussi à travers ses transformations physiques, dont on a énormément parlé. Donc il était tout à fait fascinant dans cet aspect-là, et il a construit justement cette dimension surhumaine
qui lui a permis tout simplement de faire croire, entre guillemets, à son mythe. Comment faisait-il concrètement pour façonner ce charisme, justement? Parce que là, vous nous dites qu'il a fait plusieurs choses, etc. Mais comment il faisait pour façonner un charisme? Bon, il a le petit coup de pouce divin, peut-être, qui fait qu'effectivement, il a beaucoup de choses à son actif. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors concrètement, ça va être, par exemple, quand il va mettre en scène la foule. Hein, on voit, par exemple, dans ses teasers, comme dans Brace Yourself, la manière dont il va montrer les fans. Je pense par exemple aussi à History, où c'est peut-être encore plus évident parce que Brace Yourself a été construit avec des images de documentaires. Donc la foule est vraiment la foule qui lui court après. Dans History, par exemple, on fait vraiment appel à des figurants. Il y a toute une réflexion sur la manière de montrer les fans dans les clips, qui est quelque chose d'assez courant comme procédé dans la communication des artistes. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vous l'ai dit aussi, tout simplement, par exemple, si on prend le clip Black or White, on voit bien comment il va travailler sur cette dimension transculturelle, comment il va réussir à traverser les frontières, à incarner à la fois l'homme et la femme, le blanc et le noir, l'enfant et l'adulte. Et puis on pourrait encore décliner toutes ces contradictions jusqu'à l'infini. Donc voilà, dans ces clips, de manière très concrète, et aussi sur scène, il avait l'art de l'illusion. Voilà, pour dire les choses simplement, Michael Jackson, c'était un illusionniste. Il était fasciné par les magiciens, par les tours de magie, et il voulait créer du rêve. Et effectivement, en ce sens, il a vraiment construit aussi une part de sa mythologie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement? Par exemple, vous avez donné un exemple concret, là, quand il se met en scène avec la foule. Est-ce que vous pensez que quand il fait ça, pour lui, c'est en fait, je suis Michael Jackson, et j'ai... pas ma cour, j'aime pas ce terme-là, mais j'ai la multitude de fans qui me suit et je mets ça en scène. Mais quel est pour vous le but de faire ça, en fait? Le but n'est pas à ce moment-là je pense que, si vous voulez, il y avait une grande intuition de Michael Jackson. Il n'était pas dans un désir de manipulation, on pourrait dire. C'était quelqu'un qui était sincère et qui avait une très bonne intuition. Il savait exactement comment il voulait se montrer. Voilà. Et je pense que pour lui, c'était important, effectivement, de susciter l'intérêt, de susciter la croyance. Il voulait faire rêver les gens, encore une fois. Donc, c'est dans ce but-là qu'il faisait ces mises en scène-là. Alors, comme on nous appelle. Alors, ils n'ont pas écouté mes consignes. Alors, comme on le disait, justement, Michael Jackson, c'est certainement l'artiste... pour nous, en tout cas, l'artiste du siècle. En tout cas, pour moi, c'est l'artiste du siècle. Du siècle passé, je ne sais pas. On peut remonter jusqu'en l'an 0, peut-être, pour ceux qui sont super fans. Alors, évidemment, tout personnage charismatique va subir des critiques à un moment ou à un autre. Et sa personnalité, elle est tellement forte qu'à un moment, on a l'impression qu'il perd contrôle. Il perd le contrôle de sa personnalité. Est-ce que c'est le cas? Alors voilà, exactement. Et c'est là où justement Michael Jackson passe de la figure... De son personnage, en tout cas. C'est là où justement Michael Jackson passe du charisme, de l'homme charismatique finalement au mythe, puisque le mythe, c'est un récit collectif. Et donc précisément, cette image qu'il a construite de surhomme lui échappe. Au début, il s'amuse de la manière dont les médias vont récupérer un petit peu, vont récupérer les rumeurs, etc. Et c'est vrai qu'à partir du milieu des années 80, on voit apparaître, avec cette fameuse rumeur du caisson à oxygène, en 1986, on voit apparaître pour la première fois le fameux Waco Jacko. Vous pouvez me la raconter, cette anecdote du caisson à oxygène, si les internautes nous écoutent, ils nous regardent, ils ne savent pas peut-être. Alors, tout simplement, Michael Jackson a fait don d'un caisson à oxygène à un hôpital pour grands brûlés, enfin un hôpital dans le service grands brûlés. Et cette œuvre caritative a attiré quelques journalistes. Et à cette occasion-là, on lui a demandé... Alors, il y a plusieurs variantes de cette même histoire. C'est le propre du mythe, d'ailleurs, qui varie en fonction de celui qui la raconte. On lui a demandé de s'allonger dans un caisson à oxygène. Il s'est prêté au jeu et le lendemain, le Sun, donc qui est un tabloïd britannique, mettait la photo en couverture en disant « Michael Jackson est fou, Waco Jacko le dingo, il dort dans un caisson à oxygène pour vivre jusqu'à 150 ans ». Voilà comment tout a commencé. J'ai envie de dire
cette transition, ce passage vers le glissement malheureux qu'on lui a connu à la fin, puisque à la fin, il a été victime complètement d'un lynchage médiatique véritable. On en vient justement à cette question du lynchage médiatique. Comment vous l'avez vécu, vous? Comment vous l'avez observé en tant que chercheuse, ce lynchage médiatique? Et pourquoi un lynchage médiatique? Est-ce que c'est le propre du mythe? Alors, c'est pas le propre du mythe, non. Mais Michael Jackson, on va dire que comme il a vraiment bien façonné cette dimension charismatique, donc il est devenu un surhomme. Donc, à partir du moment où il est surhomme, il n'est plus homme. Et très rapidement, on va glisser du surhomme au non-homme et donc à l'inhumain. Donc d'une certaine manière, pour certaines personnes, je ne dis pas que ça a été le cas évidemment chez les fans qui l'ont soutenu tout au long de sa vie, mais effectivement, pour notre société, un surhomme, pour un homme, ça cache quelque chose. Voilà. Et effectivement, il a tellement construit il s'est tellement sublimé lui-même qu'il a fini finalement par devenir une pure image. Voilà, une pure image que chacun s'est appropriée, que chacun a raconté à sa manière. Et puis également, il faut dire une chose, c'est que Michael Jackson, il savait incarner nos désirs. Voilà, il était à l'image d'un homme tout-puissant qui, quand il claquait des doigts, il y avait des explosions qui retentissaient, qui était capable donc de changer d'apparence. Et donc, s'il se métamorphose, c'est un petit peu comme si finalement il changeait de corps. Il était capable de passer de corps en corps. Je dis tout ça d'un point de vue symbolique, évidemment. Comment est-ce que ça résonne d'un point de vue imaginaire dans nos têtes? Et donc, effectivement, à un moment donné, le glissement est évident, puisqu'il incarne nos désirs de toute puissance et d'immortalité, qui sont des désirs universels. On a tous envie de contrôler les choses, de survivre à la mort, ou en tout cas de s'assurer que la mort n'emportera pas nos proches, par exemple. Et donc il est logique qu'à un moment donné, puisqu'il est devenu un miroir de ce que nous sommes, eh bien qu'il devienne aussi le miroir de notre part obscure à nous. Et finalement, si notre société l'a rejeté, c'est parce que l'homme rejette en lui sa part d'ombre. Et c'est ça en quelque sorte que Michael Jackson a mis en scène le vrai côté obscur que peut avoir un être humain, au côté positif, négatif, donc ange et démon. C'est pas lui qui l'a mis en scène. Les médias. Ce n'est pas une mise en scène pour. Ouais. Le côté sombre, l'aspect, donc le fameux Wako Jacko est un personnage, au même titre que le King of Pop était un personnage. Donc, en ce sens, effectivement, c'est notre société qui a construit à la fois le côté positif et négatif de Michael Jackson. Mais lui n'a pas cherché à incarner l'aspect négatif. Par contre, effectivement, il y a de nombreux clips dans lesquels on comprend comment Michael Jackson, il devient un guide, si vous voulez. Il va nous raconter comment gérer cette partie obscure en nous. Je prends un exemple très, très simple. Si on prend la chanson Man in the Mirror, Michael Jackson dit clairement si tu veux changer le monde, eh bien, commence par te changer toi-même. Voilà. Donc il avait quand même un discours philosophique et il parlait de l'animalité de l'homme, de cette animalité réprouvée. On a un très bon exemple dans le clip de Black or White, la version longue, où Michael Jackson se transforme en panthère. Et alors ce qui est saisissant dans cette seconde partie, c'est que au moment où il devient homme, il va laisser sortir toute sa colère, toute sa violence, entre guillemets, puisqu'il va casser des vitres. Voilà. Et effectivement, c'est au moment où il a déchargé cette colère, cette tension, qu'il va redevenir panthère. Et qu'en ce sens, alors bien sûr, il y a tout un développement, je m'en excuse parce que c'est un peu compliqué à résumer comme ça. Mais effectivement, il nous signifie là clairement qu'il vaut mieux exprimer ses pulsions. Il faut sublimer, c'est-à-dire transformer cette agressivité en quelque chose de positif, c'est-à-dire en création, en créativité. Et que finalement, c'est parce qu'on refuse notre part d'animalité en nous qu'il y a autant de violence et autant d'intolérance dans le monde. Alors comment il se manifestait ce lynchage médiatique notamment? Est-ce que vous avez des exemples concrets, des illustrations? Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'étude du procès, puisque moi, j'ai commencé ma thèse. Effectivement, ce livre est tiré d'une thèse de doctorat que j'ai faite pendant 6 ans, entre 2003 et 2009. J'étais très frappée par la manière dont les médias parlaient de Michael Jackson.
Et puis, effectivement, il y avait énormément de désinformation. Quand on prend les faits du procès, quand on voit les faits de justice, et on voit bien ce que les médias en disent aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même un refus d'admettre cette décision de justice comme étant une décision objective, comme étant une décision de justice. On est toujours encore en train de douter, en tout cas dans les médias, et puis beaucoup de gens encore doutent de l'innocence de Michael Jackson. Donc effectivement, ça s'est manifesté à travers le traitement médiatique qu'on lui a infligé. Si on prend l'exemple aussi d'Aphrodite Jones, qui était une chroniqueuse judiciaire qui s'est intéressée de près au procès de 2005, pardon. Elle a essayé de sortir un livre. C'est une femme qui a participé au lynchage médiatique. Hein. C'est une chroniqueuse très connue aux États-Unis. Et après le procès, quand il a été innocenté, elle s'est remise en cause. Et elle s'est rendue compte que, oui, en fait, tout le monde était parti dans un délire vis-à-vis de Michael Jackson. Et elle a voulu le dire. Elle a voulu écrire un livre. Elle l'a fait. Et elle a cherché un éditeur. Et personne n'a voulu l'éditer. Parce qu'à l'époque, dire du bien de Michael Jackson, ça faisait pas tellement vendre. Voilà, c'est ça la réalité. D'ailleurs, elle le dit très clairement dans son livre. C'était dans un contexte assez spécial aussi. Hein, alors ces années. Oui, ça c'est très intéressant aussi. C'est que finalement, l'époque à laquelle arrivent les affaires de pédophilie, donc la première arrive effectivement dans les années 90 et la deuxième arrive dans les années 2000. Il faut savoir que dans les années 90, c'est l'arrivée dans le monde, pour la première fois, de la question du droit de l'enfance. C'est là où les conférences sur le droit de l'enfance à l'international commencent à se faire et qu'on commence à réfléchir à ça. Et puis, surtout, aux États-Unis, il y a une espèce de crise sociale majeure qui arrive, c'est la crise pédophile. C'est un phénomène qui a été étudié par des grands sociologues américains et étrangers, et qu'on a vécu, nous, en France, dans les années 2000, avec un décalage de 10 ans. Donc c'est vrai qu'en 1993, quand Michael Jackson se fait accuser pour la première fois, eh bien, il va incarner un tabou de la société de manière assez étrange. Et on le voit bien dans les années 2000, comment ce phénomène de la psychose pédophile arrive en France, puisqu'on a tous connu, évidemment, le dérapage de l'affaire d'Outreau, par exemple, qui a bien montré l'hystérie, le contexte hystérique qu'il y avait autour de cette question pédophile, et on voyait des pédophiles partout. Voilà, donc c'est vrai que le contexte est particulier, et c'est ce qui me fait dire, d'autant plus, justement, qu'après avoir incarné nos désirs, eh bien, Michael Jackson a malheureusement incarné aussi nos peurs. Il perd, on l'a dit tout à l'heure, peu à peu le contrôle de son personnage, comme on l'appelle, peut-être aussi de son identité. Comment va-t-il tenter de récupérer, de se réapproprier son personnage qui a été récupéré par un peu tout le monde? Alors, c'est vrai que il va créer un personnage et que ce personnage va être donné à l'appropriation collective. Il va être offert au public. Donc chacun, alors par exemple, de manière très simple, qu'est-ce que ça veut dire s'approprier son personnage? Ça veut dire, sur Internet, quand vous tapez Michael Jackson, vous allez trouver toutes sortes de créations de fans. On a d'ailleurs un concours de fan art qui vous montre typiquement ce que c'est qu'une appropriation de fans. Mais alors, il y en a des négatives. Il y a des gens qui vont le caricaturer de manière extrêmement vulgaire. Donc voilà. Donc effectivement, ce personnage lui échappe, un petit peu comme le créateur qui crée la créature, voilà, de Frankenstein par exemple, et qui tout d'un coup perd le contrôle de cette créature. Alors je me suis égarée parce que du coup je ne sais plus où... j'ai une fâcheuse tendance à faire des digressions, c'est terrible. La question c'était comment il tente en fait de se réapproprier son personnage. Alors effectivement, c'est une hypothèse, parce que je peux pas... Là je parle de l'individu, de l'homme réel, mais moi j'ai une hypothèse, ça serait que, à mon sens, quand vous êtes à ce point dans une existence à travers l'image, puisqu'il a été investi quand il était petit, très tôt, par les médias comme une image, et quand cette image vous échappe, eh bien tout d'un coup vous allez peut-être chercher à devenir vous-même l'image. Et je crois que les transformations physiques qu'il a faites étaient des tentatives de réappropriation de sa propre identité. Il voulait peut-être finalement fusionner avec ce double qu'il avait enfanté. Parce que forcément, dès lors qu'on crée une créature, et ça c'est le propre de toutes les personnes qui finalement deviennent des personnes publiques, parce que le simple fait d'être médiatisé vous place d'emblée dans une fonction de personnage. Donc effectivement, c'était peut-être pour lui une manière de mettre un terme à cette dualité, à cette division de l'être qui avait été engendrée par le phénomène de la notoriété.
La créature et le créateur devaient devenir un, mais ce fut vain, je crois. Est-ce que ça suppose une certaine surenchère quand même dans ce qu'on fait pour rattraper le double? Une surenchère, je ne sais pas, en tout cas, je pense une grande souffrance. Je pense qu'on le voit bien, tout le monde ici le sait, que je pense que Michael Jackson a quand même eu beaucoup de souffrance. C'est très difficile, très violent de ne plus s'appartenir. Il ne s'appartenait plus, il appartenait à tout le monde. Et donc forcément, quand on est dans cette souffrance-là, que par ailleurs il était investi depuis son plus jeune âge à travers ce qu'il faisait et pas à travers ce qu'il était, puisqu'on attendait de lui, peut-être au départ, qu'il réussisse pour la famille, et puis ensuite qu'il soit un bon enfant star par la Motown, et puis ensuite qu'il soit une rockstar disponible pour ses fans, pour les médias, pour tout le monde. Donc effectivement, comment lui-même, en tant qu'individu réel, a-t-il trouvé vraiment la reconnaissance personnelle de ce qu'il était et non pas de ce qu'il faisait ou de ce qu'il incarnait? Et donc en ce sens, effectivement, c'est très destructeur parce que systématiquement, si la reconnaissance se tourne, les regards se tournent vers la créature, le créateur, lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Ah, c'est une bonne question. Je vais réfléchir. Quelque part, finalement, je me dis toujours, plus on est connu, plus on est méconnu. C'est tout le paradoxe. Et les médias font les choses de manière à nous faire oublier ça, que ce que nous consommons, parce qu'on les consomme, les figures médiatiques, ce que nous consommons, ce sont des images. Ce n'est pas voilà. Qu'est-ce qu'il reste pour le vrai Michael Jackson alors? Est-ce qu'il existe vraiment ce Michael Jackson? Oui, bien sûr, évidemment. Dans l'intimité de certaines personnes ou peut-être. Mais ce qui est certain, je crois, c'est qu'il a été écrasé par ce personnage. Donc, et c'est d'ailleurs le deuxième sens de ce titre, c'est de dire qu'il a été la créature qu'il a créée, qui a été ensuite appropriée, réappropriée, transformée, jusqu'à en faire finalement même un monstre. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça a été un moment très, un vécu très, très traumatisant, quoi. Amélie Dalmaso, dans votre ouvrage, vous comparez souvent Michael Jackson au Christ. Alors expliquez-nous ça, parce que ça m'a un petit peu... Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que je compare Michael Jackson à un prophète contemporain, et particulièrement à Jésus, effectivement. D'abord parce que il a connu un peu un parcours similaire. On l'a sacralisé, et puis on l'a diabolisé, et on l'a sacrifié. Donc il est passé de la figure sacrée à la figure sacrificielle. Et ça, le temps d'une vie, donc c'est assez exceptionnel. Et ça me fait dire que justement, finalement, ce qui a fait que nos réappropriations, c'est là où on s'exprime, c'est dans la manière dont on a construit cette figure. Et je prends souvent cette comparaison parce qu'elle me paraît parlante et simple, mais vous voyez, c'est un petit peu comme notre société, ça serait un enfant qui s'identifie à un parent, à un modèle, qui va l'idéaliser. Et puis, à un moment donné, une fois qu'il s'est approprié les qualités du modèle, il a besoin d'affirmer sa propre identité, donc il va faire sa crise d'adolescence. Et il va rejeter celui qu'il admirait auparavant. C'est exactement ce qui se passe chez les enfants et quand ils arrivent à l'adolescence. À mon sens, c'est un peu ce qui s'est passé avec Michael Jackson. On a sacralisé cette figure et puis on l'a détruite. Donc, c'est un petit peu, à mon sens, à l'image de ce qu'on fait avec nos icônes, quelle que soit la société, quelles que soient les époques. On a des phases de construction d'idéal et puis des phases de destruction de cet idéal. Voilà, donc c'est pour ça effectivement que je fais ces nombreuses comparaisons avec Jésus. Bon, c'est passionnant. On pourrait discuter 2 heures, 3 heures avec vous, Amélie Dalmaso, sur ce sujet. Pour conclure, peut-être sur le message Jackson, puisqu'on a parlé du personnage Jackson. Qu'est-ce qu'on va garder de ce personnage? Qu'est-ce qu'on va garder tout simplement de Michael Jackson, de son message peut-être? Alors d'abord, ce qui est important de dire, c'est que comme dans tous les mythes et comme dans tous les récits, chacun va faire sa propre lecture finalement de ce récit. Chacun va garder ce qu'il voudra garder. Mais
moi, je crois que finalement, Michael Jackson avait ce double niveau. C'est vrai, quand je parle de cette maîtrise de l'illusion, il avait aussi, derrière ce masque, finalement, la magie qu'il créait, un message profond qui nous renvoyait tout simplement à la nécessité d'accepter notre faiblesse. Donc c'est très paradoxal ce que je dis, parce que c'était un personnage extrêmement paradoxal, qui à la fois se montrait tout-puissant, mais qui en même temps nous invitait surtout à accepter notre condition humaine. Donc j'espère en tout cas que le message que nous en garderons, c'est les enseignements qu'il nous a adressés à travers ses clips, et à travers évidemment ses chansons. Donc voilà, je pense que maintenant tout est à faire pour chacun dans ce chemin. Alors c'est vrai que si je peux m'oser une petite comparaison avec Jésus encore, pour que les choses soient vraiment claires, si on prend par exemple, quand on dit Jésus a marché sur l'eau, il y a plusieurs manières d'entendre ça. Il y a ceux qui vont dire oui, il a marché sur l'eau, c'est un fait. Et puis il y a ceux qui vont dire non, c'est un symbole, c'est une parabole, c'est une manière de faire passer d'une manière un petit peu symbolique un message beaucoup plus profond. Et ben, je crois que c'est exactement ce qui se passait et ce qui s'est passé avec Michael Jackson et qui continue de se passer aujourd'hui. Il a enrobé de rêve un message philosophique essentiel. Nous essaierons de marcher sur l'eau un jour peut-être, Amélie Dalmaso. Merci, on peut l'applaudir. Alors, je tiens juste, par contre, un petit peu à m'excuser pour ma confusion, parce que je suis extrêmement fatiguée. Alors, cette organisation du meeting, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je serai évidemment disposée à répondre à vos questions maintenant. Mais voilà, mon cerveau est un petit peu lent aujourd'hui. C'est parfois difficile pour moi de suivre, de réfléchir encore à ce stade. Voilà. Donc, je m'en excuse auprès de vous. Donc... Si, j'ai pas eu l'impression que votre cerveau était lent. Si son cerveau est lent, je vous prie de poser les questions lentement. Comme ça, on aura de bonnes. Alors, qui souhaite poser une question donc à notre intervenante sur un livre quand même, sur ce titre peut-être, Michael Jackson n'a jamais existé. Sinon, moi j'ai des questions encore. Non, aucune question ? En écoutant Amélie Dalmaso, j'ai vraiment le sentiment que le plaisir de danser, d'écouter de la musique, devient mais d'une intelligence et d'une sensibilité qui est extraordinaire. Et en fait, ma remarque, c'est que c'est difficile de poser une question après tellement une intervention si complexe. J'ai l'impression que maintenant, en dansant, je vais non seulement incarner Michael Jackson, m'amuser encore plus, mais peut-être ressentir à l'intérieur de moi, de temps en temps, une émotion, celle de me souvenir des paroles que j'ai entendues et qui m'ont fait découvrir combien être artiste est à la fois créateur et douloureux. Et ça, j'en remercie beaucoup notre intervenante. Alors, ce n'était pas une question, je suis désolée, je passe le micro à qui va poser une question. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser. Vous avez choisi de faire cette thèse au départ, je suppose quand vous étiez étudiante. Oui, vous avez préparé votre doctorat. Donc, ça vous est venu parce que vous étiez déjà fan ? Ou parce que c'était quelqu'un dont on parlait beaucoup? Alors, moi en fait, j'ai découvert Michael Jackson quand j'avais 10 ans, à travers Moonwalker. C'était fabuleux pour moi, j'étais complètement fan à l'époque. Il a marqué mon enfance, tout simplement. J'ai toujours gardé énormément d'affection pour lui. Je voyais avec beaucoup de tristesse l'acharnement qu'on faisait autour de lui. Je suis spécialiste des médias.
ça me paraissait tellement évident de faire une thèse finalement sur le phénomène médiatique qu'il vivait. Je trouvais ça incroyable. En plus, j'ai commencé en 2003, donc au moment où précisément la deuxième affaire arrive avec le procès, etc. Donc oui, j'avais quand même envie, à travers ça, de le défendre. Il faut dire la vérité. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre surtout. De comprendre pourquoi il subissait ça, pourquoi on lui faisait subir ça. Je pense que ça a beaucoup à nous apprendre sur notre société, sur ce qu'on est nous. Et je trouve ça dommage, effectivement, souvent qu'on rabaisse le niveau de la discussion autour de Michael Jackson. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'ai voulu monter ce meeting, pour qu'on puisse aborder des vraies questions sur Michael Jackson. Donc voilà, et puis c'est vrai que forcément en faisant une thèse sur le charisme et la fascination et les phénomènes de fans, je ne pouvais pas passer à côté de Michael Jackson. Pour moi, c'était tellement évident qu'il avait un charisme bien plus abouti. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai étudié d'autres figures charismatiques, d'autres stars, et je n'ai gardé que lui, parce que justement, il a abouti plus qu'un autre, tout ce mécanisme du charisme. Et vous savez, on parle du monstre sacré, et il n'y a qu'un pas entre l'homme charismatique et la figure monstrueuse. Mais vraiment, c'est quasiment le même phénomène, mais qui va s'exprimer sur deux polarités inversées. Voilà, et donc ça m'intéressait aussi, ça, ce phénomène-là. Comment on peut passer de la figure charismatique à tout d'un coup cette figure monstrueuse qu'on a racontée, écrite pour lui. Et écoutez, je crois que ce sera peut-être presque, parce que mon oreillette invisible me fait signe qu'il y a une question Internet, c'est ça? Exactement. Donc, on a une question de JP. Amélie, à quand un deuxième ouvrage? Je pense faire bientôt, peut-être, un deuxième livre, mais qui sera plus centré, justement, d'une manière plus générale, j'ai envie de dire, sur la question de la starification, le problème de la notoriété, le rapport aux médias, toute cette... voilà. Bon, c'est en projet, j'aime pas trop parler des choses qui sont pas faites. Voilà, en tout cas, c'est un projet que j'ai là bientôt, voilà, de faire ça, j'aimerais bien. Voilà. Qui s'appellera peut-être Michael Jackson a vraiment existé. Non, c'est une petite boutade. En tout cas, on peut applaudir Amélie Dalmaso. Je vous remercie. Et puis, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui sur le COP Meeting. Vous avez des clichés inédits de Christophe Boulmé que vous retrouvez à l'Espace Galerie. Il y a plein de happenings, des choses. Oui, Amélie. Et je vais faire une séance de dédicace. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions plus directement. Puis je reste là, de toute façon, à votre disposition. Voilà. Je vous remercie. Merci.